mécanique, on va utiliser énormément de vecteurs. Ces quantités qui nous permettent de passer d'un point à un autre. Ils sont vraiment importants puisqu'ils vont nous permettre d'utiliser l'équation la plus importante de la mécanique, qu'on appelle le PFD, principe fondamental de la dynamique, et qui va relier la somme des forces qui s'exercent sur un point à sa masse et à son accélération. On nous dit que la somme des forces qui s'exercent sur un point pour la masse de ce point, pour l'accélération de ce point. C'est donc une équation vectorielle. Un vecteur est égal à un autre vecteur. Et pour pouvoir la résoudre, il va falloir que les deux vecteurs soient écrits dans la même base de vecteurs. Autrement dit, si on écrit la somme des forces en coordonnées cartésiennes, on doit aussi écrire l'accélération en coordonnées cartésiennes. Comme ça nous permettra de dire que la première composante de la force est égale à la première composante de l'accélération, pareil pour la deuxième, pareil pour la troisième. Donc, c'est extrêmement important de savoir écrire les vecteurs dans la même base de vecteurs. Autrement dit, de les projeter. La projection, c'est quand on prend un vecteur et qu'on l'exprime en fonction de deux autres vecteurs d'une base. Ici, par exemple, j'ai dessiné deux vecteurs U et V qui forment des angles respectivement alpha et bêta avec une base de vecteurs I et J, qui sont deux vecteurs qui forment un angle droit. On dit qu'on a une base de vecteurs orthogonale, et on dira qu'elle est orthonormée si les vecteurs I et J ont tous les deux une norme qui vaut 1. Pour projeter le vecteur U, ça voudra dire qu'on dira que U est égal à un certain nombre de fois I, plus un certain nombre de fois J. C'est ça que ça voudra dire. Autrement dit, pour arriver à U, il faudra avancer d'une certaine quantité pour arriver ici, plus d'une certaine quantité pour arriver ici. C'est ça que ça veut dire faire une projection. Dans cette vidéo, on va voir la méthode générale pour projeter des vecteurs, puis on appliquera à l'exemple du pendule simple. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est un système que j'apprécie tout particulièrement, puisqu'il nous permet de modéliser plein de phénomènes qui vont nous être très utiles pour cette année. Et on va le croiser pendant tout le reste de l'année d'ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour projeter des vecteurs? Eh bien, si on a envie de projeter le vecteur U, autrement dit de déterminer quelles vont être les quantités avec lesquelles il faut avancer selon I, plus la quantité avec laquelle il faut avancer selon J, eh bien, pour ça il faut qu'on se rappelle ce qu'on sait sur le cercle trigonométrique. La seule chose qu'on sait avec le vecteur U, c'est qu'il forme un angle alpha avec le vecteur I. Et justement, si vous avez déjà suivi des cours de trigonométrie, vous vous rappelez peut-être de cette notion de cercle trigonométrique, où on sait que la quantité qu'on va lire ici, ça va être le cosinus de l'angle alpha, et la quantité qu'on va lire ici, ça va être le sinus de l'angle alpha. Je le représente schématiquement ici. Là, ça va être cos alpha, et là, ça va être sin alpha. Autrement dit, pour arriver jusqu'à U, il faut qu'on avance de cos alpha, cette distance-là, dans la direction de I, puis qu'on avance de cette distance-là, sin alpha, dans la direction de J. Donc finalement, en fait, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de projeter le vecteur U. On vient de dire que U était égal à cosinus de alpha fois le vecteur I, plus sinus de alpha fois le vecteur J. Voilà, et donc là, on a réussi à faire la projection du vecteur U. Là, d'ailleurs, c'était en supposant que U avait une norme qui valait 1. La norme, c'est la distance, c'est la longueur de ce vecteur-là. Si jamais le vecteur U avait une certaine norme, qu'on pourrait appeler norme de U, et qui vaudrait par exemple 5, eh bien il faudrait multiplier tout ça par la norme de ce vecteur. Là, on vient en fait de projeter, on vient de montrer comment on projetait un vecteur unitaire. S'il avait une norme, on multiplierait tout ça par la norme. Voilà, donc là, c'est comme ça qu'on a réussi à projeter le vecteur U. Maintenant, comment est-ce qu'on ferait pour le vecteur V? Là, on a réussi à se servir du cercle trigonométrique, mais comment est-ce qu'on ferait ici? Eh bien, la première chose qu'on va faire, à chaque fois qu'on a une figure à projeter, c'est qu'on va d'abord compléter notre figure. Ici, on a écrit les vecteurs I et J. On va compléter notre figure en introduisant les vecteurs moins I, qui est donc le vecteur I qu'on multiplie par moins 1, ce qui nous permet d'avoir le même vecteur, mais dans un sens opposé. Et on va rajouter de la même façon le vecteur moins J, comme ça. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que si jamais on tourne un peu la tête comme ça, eh bien on revoit exactement la même figure que celle qu'on avait ici et qui nous avait permis de projeter. Autrement dit, c'est exactement la même chose, on peut réappliquer ce qu'on a su sur le cercle trigonométrique. Il suffirait juste de regarder ça comme ça, de retourner votre feuille, ce qui n'est pas pratique à faire avec un tableau. Donc, à partir de ça, en dérivant ce qu'on vient de voir avec le cercle trigonométrique, on peut développer une certaine méthode pour projeter. Cette méthode, elle se compose en 3 étapes. La première, c'est donc de compléter notre figure. Maintenant, notre vecteur V, qui est ici et qui est celui qu'on a envie de projeter, il va être encadré, entre guillemets, entre deux vecteurs, le vecteur J et le vecteur moins I. Ce sont deux vecteurs qui forment un angle droit, et à l'intérieur de cet angle droit, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir deux vecteurs V. Voilà. Et maintenant, on voit que sur ces deux vecteurs, on peut en identifier deux. Il va y avoir
Ici, il va y en avoir un qu'on va appeler le vecteur adjacent, qui va donc être le vecteur qui va permettre de former un angle, qui va être collé en quelque sorte à l'angle β. Ici, ça va donc être le vecteur j. Il est relié à l'angle b, il est relié au vecteur v par l'angle β. C'est celui qu'on va appeler le vecteur adjacent. C'est juste le vocabulaire qu'on a décidé d'utiliser ici. Et l'autre vecteur, par défaut, on va l'appeler le vecteur opposé. Donc dans notre cas, on a j qui est le vecteur adjacent, puisque c'est lui qui est collé à l'angle, qui permet de former l'angle avec le vecteur v, et moins i qui va être le vecteur opposé. Et la dernière étape, c'est d'utiliser ce qu'on sait sur le cercle trigonométrique, et d'utiliser donc d'en déduire une équation qui fonctionne tout le temps, c'est que le vecteur qu'on aimerait projeter, il va être égal au cosinus de l'angle fois le vecteur adjacent, plus le sinus de l'angle fois le vecteur opposé. Dans notre cas, qu'est-ce que ça donnerait? Ça voudrait dire que le vecteur v, il va être égal au cosinus de l'angle, donc au cosinus de β, fois le vecteur adjacent, autrement dit fois j, plus le sinus de l'angle, le sinus de β, fois le vecteur opposé, donc fois le vecteur moins i. Maintenant, on peut réarranger un petit peu cette écriture pour simplement écrire, au lieu de dire plus sinus de β fois moins i, on va juste écrire moins sinus de β fois i. Et si on dit que v est égal à cosinus de β fois j, en général, on n'écrit plus les parenthèses pour justement être un petit peu plus lisible au niveau de l'écriture, mais ça veut toujours dire cosinus de β fois le vecteur j, et pas cosinus de βj, ce qui mathématiquement n'aurait pas de sens, moins sinus de β fois le vecteur. Voilà, et donc là, on a réussi à projeter le vecteur v dans la base de vecteur ij. Et de la même façon qu'avant, si jamais là on a supposé que le vecteur v était unitaire, autrement dit que sa norme valait 1, mais si on sait que le vecteur v a une norme quelconque, eh bien on va juste multiplier ce résultat par la norme de v, qu'en général on écrit comme ça. Ça pourrait valoir, c'est une longueur qui peut valoir 5, 10, tout ce que vous voulez. Bon, ici aussi on multiplierait donc par norme de v. Voilà donc la méthode générale pour projeter des vecteurs. On va l'appliquer tout de suite au système physique du pendule simple. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas ce système, ou qui auraient oublié en quoi il consiste, il s'agit donc d'un point M, de masse petit m, qui va être relié par un fil inextensible de longueur L à un certain point O qui est fixé. On va noter θ, l'angle qu'il va faire, avec l'axe vertical qu'on a représenté en pointillé. Ça, c'est le système du pendule simple. Et notre objectif, en mécanique, ça va être de déterminer l'équation du mouvement de ce point. Autrement dit, de dire comment est-ce que l'angle θ ici va évoluer en fonction du temps. Nous, dans cette vidéo, notre objectif, ça va être de projeter les forces qui vont s'exercer sur le point M, et on verra que ça fait partie d'une méthode plus générale, où après, on appliquera justement le principe fondamental de la dynamique, et comme on aura projeté les forces, eh bien on trouvera l'accélération, et enfin on pourra identifier les coordonnées des forces avec les coordonnées de l'accélération, et donc réussir à trouver l'équation du mouvement. Ça, c'est ce que j'appelle la méthode dynamique, et nous, dans cette vidéo, notre objectif, c'est donc de projeter les forces. Ok, ici, compte tenu des symétries du problème, on va travailler dans la base polaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je sais que ça va être mieux de travailler en base polaire plutôt qu'en base cartésienne? Eh bien, ça vient du fait que ici, dans l'énoncé, nous, ce qu'on cherche à connaître, c'est l'évolution de l'angle θ, et θ, on sait que c'est une des coordonnées polaires. Et la première coordonnée polaire, ça va être quoi? Ça va être le rayon R, c'est-à-dire la distance entre l'origine et notre point. Et ici, ce rayon R, il vaut juste L. Autrement dit, c'est une constante, puisque L, on dit que c'est un fil inextensible. Voilà. Et donc, autre chose qui pourrait nous mettre sur l'indication qu'on a envie de travailler en base polaire, c'est que on sait déjà par avance, entre guillemets, que notre mouvement ici va être circulaire. Et on sait que la base polaire est plus adaptée pour décrire des mouvements circulaires. Voilà, donc c'est avec cette base de vecteurs-là qu'on va travailler. Alors, de manière générale, si on a la base IJ comme ça, donc avec I ici et J ici, comme ça, eh bien, on va avoir le vecteur UR qui sera comme ça, et UT, qui forme un angle θ ici, et Uθ qui sera comme ça, et qui va aussi former un angle θ ici. Ici, on va travailler la tête en bas, on va donc toujours se donner notre base de vecteurs I et J, on va mettre I ici, et J ici, comme ça, et les coordonnées polaires, comment est-ce qu'elles vont s'écrire? Eh bien, on va mettre le vecteur UR, il va être écrit de cette façon-là, comme ça, et on va avoir le vecteur Uθ qui va être écrit comme ça. Donc on voit ici que la base polaire qu'on se permet d'utiliser, elle est un petit peu différente. Enfin, on a en quelque sorte basculé notre schéma de coordonnées cartésiennes. Voilà.
Ok, donc d'abord, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer les forces qui vont s'exercer sur notre point M. Et bien, quelles vont être les forces qui vont s'exercer dessus? Il y en a une qui s'applique toujours, qui est vraie pour n'importe quel système, à moins que vous fassiez de la physique dans l'espace, ça va être le poids. Le poids est une force qui s'appliquera, le point M va toujours être soumis à son propre poids. Donc on écrit comme ça, P. Et il va être égal à la masse de notre point M, donc c'est-à-dire petit m, fois le vecteur J. Si vous êtes attentif, ou même si vous êtes, enfin, vous pouvez être attentif et ne pas avoir remarqué ça, mais je me suis trompé ici quand j'ai écrit le vecteur Uθ. En fait, il va pas être dirigé ici, il va être dirigé comme ça. Uθ, il va être ici. Voilà, c'est ça qu'il faut faire pour que cette figure-là, c'est-à-dire base cartésienne, base polaire, coïncide avec ce qu'on a écrit ici, base cartésienne, base polaire. Voilà. On a donc le vecteur Uθ qui est comme ça. Ok, donc ça va être notre première force. Et il y en a une deuxième qui va être la tension du fil. Si on avait juste le poids, notre poids se contenterait juste de tomber en chute libre comme ça. La force qui va le retenir et qui va permettre d'effectuer un mouvement de pendule, justement, ça va être que le fil auquel il est accroché va exercer une certaine tension, qu'on écrit T. Et celle-là, on ne sait pas grand-chose dessus. On sait juste qu'elle est dans la même direction que le fil. Voilà. Autrement dit, elle est dans la direction opposée à UR. Ok. Et à partir de là, maintenant, on a donc nos forces, on a notre base de vecteurs. De la même façon qu'ici, on avait deux vecteurs qu'on avait envie de projeter sur une certaine base. Ici, c'est la même chose. On a le poids qu'on aimerait projeter dans la base polaire, et la tension qu'on aimerait aussi projeter dans la base polaire. Ok. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on aurait aussi pu travailler dans la base cartésienne. C'est-à-dire que ici, on a décidé qu'on travaillerait dans la base polaire, mais quand on résout un problème de mécanique, finalement, le choix de la base, c'est pas mathématiquement, ça va pas avoir d'impact. Physiquement, pardon, ça va pas avoir d'impact. Mathématiquement, ça va juste rendre vos expressions plus ou moins compliquées. Ici, on verra que le choix de la base polaire va beaucoup nous simplifier les calculs lorsqu'on verra justement au prochain chapitre le principe fondamental de la dynamique. Et donc, comment relier les forces avec l'accélération. Donc, on va d'abord commencer par projeter le poids. On aimerait le projeter dans la base polaire. Il nous faut un angle. La dernière fois, ce qui nous avait permis de projeter, c'était justement de savoir l'angle qu'il y avait entre le poids et entre le vecteur qu'on voulait projeter et l'un des vecteurs de la base. Ici, on n'en a pas. En fait, on en a un, c'est l'angle θ qui est ici, qui est donc entre le vecteur J et le fil ici. Le fil qui est donc porté par le vecteur UR. Ce qui veut dire que ici, l'angle qu'il y a entre J et UR, il va aussi être ici, entre J et UR. Ici, le poids, il est vers le bas, il est dans la même direction que J. Autrement dit, l'angle θ qu'il y a ici, il est aussi ici. Voilà. Ce qui est donc maintenant, c'est parfait. On a notre poids, on a un angle ici. Et maintenant, il nous reste juste à compléter la figure. On avait dit que c'était ça qu'il fallait faire pour réussir à tout projeter. Ok. Déjà, on va réécrire notre figure de façon plus... avec un petit zoom. On a donc la base de vecteur UR et Uθ qui va être comme ça. Hop là. Là, je me permets juste d'écrire ça pour que ça soit un petit peu plus propre, pour qu'on ait un petit peu plus de place. N'hésitez pas à le faire de votre côté aussi sur votre brouillon. On a le poids qui est comme ça. On a l'angle θ qui est formé avec l'origine. Et donc nous, ce qu'on a dit, enfin avec l'origine, pardon, avec le vecteur UR. Et nous, ce qu'on a dit, c'est que déjà, la première chose qu'on allait faire, c'est qu'on allait compléter la figure. On a UR, on va mettre le vecteur moins UR ici. On a Uθ, on va mettre le vecteur moins Uθ ici. Première étape, on a complété notre figure. Maintenant, on voit que notre poids, il est entre deux vecteurs, le vecteur UR et le vecteur moins Uθ. Ok. Et il faut maintenant qu'on identifie quel va être le vecteur adjacent et quel va être le vecteur opposé. Notre définition qu'on va donner du vecteur adjacent, ça va être le vecteur qui va relier le poids avec notre angle. Autrement dit, celui qui va être collé à l'angle. Ici, ça va donc être le vecteur UR. On voit que l'angle θ il est entre P et UR, c'est donc UR le vecteur adjacent. Ok, super. Et donc moins Uθ, pardon, ça va donc être le vecteur opposé. Deuxième étape. Et maintenant, la dernière chose qu'on a à faire, c'est d'appliquer la relation qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire que le poids, il va être égal à cos θ fois le vecteur adjacent, plus sin θ fois le vecteur opposé. On va l'écrire tout de suite. Le poids, ça va être égal à cos θ fois le vecteur adjacent, donc fois UR, plus sin θ fois le vecteur opposé, donc c'est-à-dire fois moins Uθ.
Autrement dit, ici, comme c'est un truc fois moins uθ, on va juste mettre moins sin θ fois uθ. Voilà. Et on sait que le poids n'est pas unitaire, n'est pas un vecteur unitaire. On sait qu'il y a une certaine norme, et cette norme, elle vaut m fois g, avec g qui est la constante du champ de pesanteur qui vaut environ 9,81 mètres secondes moins 2. Autrement dit, ce qu'on vient d'écrire ici, il faut qu'on multiplie par la norme mg de notre vecteur, de notre poids. Ok, super, et donc là on vient de réussir à projeter le poids avec ça. Maintenant il faut qu'on fasse exactement la même chose avec la tension. Donc la tension, comment est-ce qu'on va faire? Et bien là, on voit que c'est plus simple que pour le poids, puisque la tension, on sait qu'elle est dans la direction du fil. Autrement dit, elle est dans la direction de UR. Elle va juste avoir un sens opposé. On peut écrire donc que la tension, ça va être égal à un certain truc juste dans la direction de UR. Et ce certain truc, donc ça va être la norme de la tension, on va écrire T comme ça. Et on va mettre un moins dessus pour bien montrer que ça va dans le sens opposé à UR. Voilà, donc la tension T est égale à moins un certain truc qu'on ne connaît pas, fois le vecteur UR. Ok, et donc là on a réussi à projeter nos deux forces dans la base polaire. Une remarque, c'est qu'on aurait pu, donc comme on a dit tout à l'heure, on aurait pu très bien travailler dans le système de coordonnées cartésiennes à la place, donc dans le système de coordonnées IJ ici. Dans la base IJ. Le système de coordonnées, ça aurait plutôt été XY. La base cartésienne, ça va être IJ. Dans ce cas-là, si on travaillait dans la base cartésienne, le poids aurait pris une expression beaucoup plus simple. En fait, on aurait pu écrire à ce moment-là que le poids, il serait égal à mg fois le vecteur moins j, puisque le vecteur, fois le vecteur j qui est ici. Puisqu'on voit que, donc on a le poids qui est entièrement dans la direction de j, et on sait que la norme du poids est égale à mg, donc on multiplie par mg. Mais à ce moment-là, ça aurait été la tension qui aurait pris une expression beaucoup plus compliquée. Ici, la tension elle est simple, elle s'écrit uniquement en fonction de UR. Et on va voir que, comme la tension, sa norme est inconnue, on n'a pas envie de l'avoir dans nos équations du mouvement. Donc le fait d'avoir la tension qui est écrite juste dans une seule des composantes, c'est-à-dire la composante UR, c'est ça qui motive le fait de travailler dans la base cartésienne, dans la base cylindrique, dans la base polaire. C'est que du coup, on a la tension qui est écrite juste sur une des composantes. Voilà. Ici, on a appris à projeter des vecteurs. Dans la prochaine vidéo, on verra directement comment appliquer ces projections dans le principe fondamental de la dynamique.